Bien, donc on va attaquer cette table ronde avec d'abord un petit commentaire, c'est-à-dire que la médecine s'est depuis longtemps intéressée aux interactions entre l'homme et la nature, hein. Je rappellerai simplement le traité des airs, des eaux et des lieux d'Hippocrate, hein, qui est un petit bijou de résumé des interactions entre l'homme et son milieu. Et puis aussi, elle s'est intéressée à l'impact politique, hein. Je rappellerai un traité du XVIIe, alors de Montpellier, mais bon, qui a eu sa célébrité à l'époque, le traité politique et médical de la peste. Et alors c'était à propos d'un problème évidemment qui à l'époque était extrêmement important, mais qui analysait bien la symbiose en quelque sorte entre les critères médicaux et les critères politiques et l'application d'une politique sanitaire. Et puis rappeler aussi que, on a dit que je m'occupais jusqu'à il y a peu du Jardin des plantes de Montpellier, qu'il y a toute une tradition de médecine naturaliste et qui a, je pense, un avenir devant elle, justement, aussi dans la formation des jeunes générations. Alors, il y a eu de grands noms, hein, mais on ne va pas les détailler ici, mais c'est quelque chose qui redevient d'actualité alors que la médecine a été très technicisée et avec des résultats évidemment indiscutables, mais qui mérite maintenant d'être de nouveau nuancée et intégrée dans une vision plus globale. Alors ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est discuter d'abord sur l'impact, comment aujourd'hui former les générations de soignants, les sensibiliser à ces questions, et puis de voir un dialogue finalement avec quelqu'un qui a des responsabilités politiques, des responsabilités d'élu local, qui anime aussi, qui a animé et qui continue, je crois, la réflexion des élus en ce domaine, et de voir justement les interactions qu'il peut y avoir, parce que c'est un peu la clé de bien des choses, et notamment pour la santé humaine, qui n'est pas simplement de prendre des médicaments, mais aussi de vivre dans un milieu qui permette de préserver et optimiser la santé. Alors, vous voulez peut-être entamer, vous voyez entre vous ce que... Allez. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation et merci Patrick Alvas de nous avoir conviés donc à vous présenter un petit peu les travaux que l'on a menés en termes pédagogiques pour nos étudiants en santé. Alors, je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que les étudiants en santé sont demandeurs aujourd'hui de formation sur les enjeux environnementaux, aussi bien pour eux-mêmes que dans leur pratique de futurs soignants. Et c'est parti surtout depuis début 2020, on va dire, avec le projet Shift Project, qui avait mis en évidence que 85% des étudiants, notamment en santé, étaient demandeurs d'une formation en environnement et le lien avec la santé, et surtout que 75% d'entre eux n'avaient aucune formation dans ce contexte-là. Alors, particulièrement sous l'influence de la conférence des doyens de médecine, il a été mis en place un enseignement, une UE en fait, un enseignement transversal qu'on appelle médecine et environnement en santé, qui a débuté en septembre 2023 au niveau national pour l'ensemble des étudiants en médecine. Et Toulouse a fait le choix, dans le cadre de la création de la faculté santé, donc avec les composantes notamment de médecine, de dentaire et de pharmacie, de partir tous ensemble, parce qu'on est plus fort à plusieurs, et puis parce que ça a du sens. Et on l'a vu, on le reverra, je crois, tout au long de cette journée, l'intérêt de la pluridisciplinarité dans l'approche et la compréhension du phénomène. Donc on est parti avec pharmacie et dentaire, et on a participé à ce module national qui a été fait sous forme de vidéo qu'on peut consulter librement sur une plateforme nationale, l'UNES, une plateforme d'enseignement. Et c'est une vingtaine de vidéos qui visent non pas à vulgariser, mais à sensibiliser, je dirais, sur les enjeux environnementaux, sociétaux, avec 4 blocs. Un premier qui est vraiment sur les aspects de santé en général, un deuxième sur les limites planétaires, on en a parlé encore il y a quelques minutes, et la santé, un troisième bloc qui est plus environnement, santé et société. Et puis le dernier, les leviers d'action, parce que je crois que c'est là aussi il faut agir. Et on se rend compte, en tout cas avec nos étudiants, donc on est à la 2e année de formation, que l'intérêt, il est
pas que pour futurs soignants, il est aussi pour eux, pour leur devenir, pour leur famille. Et je crois que c'est aussi comme ça qu'on sensibilise mieux les personnes. Mais pour ça, il faut bien comprendre la problématique. Et donc, on illustre en plus ces lectures de vidéos sur Internet par des séminaires aussi pluridisciplinaires. On a fait notamment intervenir une pharmacienne toxicologue justement sur les perturbateurs endocriniens et les conséquences sur la santé. Je crois que ça parle surtout à des futurs soignants. Et puis également le professeur Alain Didier sur la qualité de l'air, et notamment la qualité de l'air intérieur et ces problématiques de santé. Donc on voit que c'est un peu les balbutiements, il faut être honnête, mais aujourd'hui il y a une vraie demande des étudiants, il y a des enseignants pour y répondre, et de plus en plus, de manière nationale, il y a des possibilités d'accompagnement, aussi bien sur des plateformes nationales que sur des développements locaux. Donc je vais laisser la parole à Charlotte Laborde qui met en place, alors moi c'est pour la 2e et 3e année de médecine, et toi dès la première année je crois, ou 2e année en tout cas. Alors oui, effectivement, c'est une démarche qu'on a eue commune, et au niveau de l'UFR Santé, nous avons démarré un peu en anticipation avec le démarrage du service sanitaire en santé, qui est un arrêté qui est sorti en 2018, donc un peu plus récemment, avec un peu plus d'histoire, mais on a vécu un peu le démarrage de l'enseignement en interdisciplinarité, comme vous disiez, qui était peut-être un des leviers. Ça n'a pas été sans mal, mais on y est arrivé, et au jour d'aujourd'hui, c'est un enseignement qui pèse quand même lourd dans la balance, qui est environ de 6 ECTS, qui est 60 heures pour chaque étudiant. Il est donc en interdisciplinarité pour les enseignants, mais aussi pour les étudiants. Donc nous avons médecine, dentaire, pharmacie, des kinés, des sages-femmes et des infirmiers. Donc chaque année, nous formons quand même 1200 étudiants. Et donc c'est un gros bateau, pas que beau j'ai envie de dire, et des fois prendre les tournants c'est pas évident, mais ce qu'il en ressort c'est qu'on propose quand même à chaque étudiant une pédagogie un peu innovante, puisqu'on va réellement les mettre un peu en danger personnellement, c'est-à-dire qu'on va leur faire des actions de prévention en santé devant des vrais publics. Donc il va falloir, sous un mode projet, qu'ils arrivent à s'entendre, et on met, des fois, au regard des effectifs, il y a souvent 2 médecins, un pharmacien, un dentiste, 2 à 3 infirmiers, puisqu'en population sur le bassin toulousain, ils sont plus nombreux. Et donc, il faut qu'ils trouvent un objectif commun, un public cible, et qui s'engagent, qui fassent des simulations, et ceci sur 9 thématiques, dont celle qui nous anime aujourd'hui, qui est la santé environnementale. Et donc je coordonne avec Elisa Boutet cette thématique-là. Donc la question du jour, c'était pour moi l'éthique. En fait, comment on fait pour enseigner cette éthique en santé environnementale? Donc en réfléchissant à ce que je pouvais vous raconter, le fait que ces étudiants aillent souvent, dans la majorité, c'est de la prévention primaire. Donc ils sont face à des publics sains. Et notamment l'éducation nationale qui a été notre premier fan, j'ai envie de dire. Donc ils nous ont accueillis les bras ouverts, même si nous n'étions pas des professionnels des professionnels de la prévention en santé. On était des futurs professionnels, et donc c'est des fois compliqué. Il y a des fois des choses pas très carrées, mais les gens nous ont quand même accueillis. Et face aux enfants et également à des publics sains, je pense qu'on satisfait au principe de bienfaisance, tout simplement, pour augmenter la durée de vie en bonne santé, en tout cas les années qui vont pouvoir. Ensuite, la deuxième réflexion que j'ai eue, c'était le principe, si vous voulez, de justice. Donc vous en avez parlé, Madame Danguin, les déterminants de santé. On sait qu'on leur en parle, on leur fait des cours magistraux pendant une semaine, on leur explique ça, mais c'est dur, en fait. Souvent, on est quand même des étudiants favorisés qui font des études, etc. Donc, ils n'ont pas l'habitude. Et ça, je trouve que c'est peut-être là qu'ils grandissent le plus, en étant face à des publics qui, effectivement, n'ont pas les mêmes informations. Et vous parlez de lieux et de territoires qui étaient un petit peu défavorisés. Et dans l'arrêté du service sanitaire, il est dit que ces actions doivent être faites dans des territoires de type que vous avez décrit ce matin. Donc on essaie de les y amener, et je crois que là, on participe un peu avec ce service sanitaire au principe d'équité, qui je crois aussi est important en éthique, en santé environnement.
Ensuite, il y a aussi un principe d'autonomie que je voulais remettre en avant sur l'empowerment des publics cibles, parce qu'ils vont avoir des actions, mais le but d'un étudiant en santé qui fait son service sanitaire, c'est vraiment de donner une boîte à outils à tous ces publics. Et donc, il est important de leur ramener des choses pour protéger leur santé et devenir autonomes dans les gestes du quotidien. On a eu pas mal d'exemples ce matin. Et voilà, je pense que ça, c'est aussi un des principes. Et enfin, le dernier que je voulais évoquer, c'était le principe de dignité et de posture éducative que doivent avoir nos étudiants en santé. Ils doivent changer de casquette. Et ça, c'est très dur aussi pour eux. Ils ont l'habitude et on les forme pour être des soignants, des prescripteurs, des gens qui donnent un conseil lorsqu'ils délivrent un médicament, etc. Et là, on leur demande de sortir de ça. Ce n'est pas du soin, le service sanitaire. C'est juste donner des éléments pour que des publics, les plus jeunes possibles, puissent grandir et rester en bonne santé le plus longtemps possible. Donc du coup, dès qu'il y a une dérive, parce qu'il y en a pendant ces actions, vous vous doutez, quand un enfant ou une personne dit « Ah ben oui, moi effectivement, je suis asthmatique, je vis près du périph' et nous on est en train de parler de qualité de l'air », on sent que ça dérive vers une relation soignant-soigné et donc on dit à tous nos étudiants « Surtout, il ne faut pas aller sur ça ». On reste dans le secret médical et cette éthique-là qui nous est fondamentale. Et on oriente vers du soin à la sortie de la séance. Et on reste sur des messages clés que vous avez tous évoqués d'ailleurs. Et merci à tous ces chercheurs qui nous donnent les guidelines. Et charge à nous de banaliser ces messages pour que ça puisse être passé facilement auprès de publics qui n'ont pas forcément beaucoup de cartes pour eux, quoi. Voilà. Oui, donc évidemment, vous faites l'ouverture dans ce service sanitaire sur l'ensemble de la population civile, et donc de passage de l'information. Alors, je pense que c'est le moment de voir le regard de l'élu local sur toutes ces questions, santé-environnement, et santé-environnement est aussi en lien, bien sûr, avec les acteurs de la santé et des acteurs de la santé qui sont de plus en plus conscients de ces enjeux. Très bien. Ben écoutez, je vais vous donner la vision d'un élu d'une ville de 50 000 habitants. Donc, c'est pas Toulouse, ni Montpellier. Il est indiscutable que la santé-environnement est un sujet d'actualité. Et ça concerne l'ensemble de la population, y compris les élus locaux. Ce que je voudrais vous dire, c'est que derrière ça, il y a beaucoup de flou, beaucoup de préjugés, beaucoup de fausses informations. Et à travers ça, les élus, on est quelquefois en difficulté. Et je pense qu'il est important que des journées comme ça permettent de mettre des jalons précis. Et je vais vous donner mon expérience personnelle. En 2020, Madame le maire m'a confié la délégation à la santé. Je suis un ancien directeur d'hôpital, j'ai fait l'école de la santé, j'ai un CES de santé publique, j'ai fait que la santé publique toute ma vie. Et je suis arrivé... alors, il faut savoir que les délégations à la santé dans les villes, c'est facultatif. Le maire peut décider ou pas, puisque ce n'est pas une prérogative obligatoire des villes, c'est une prérogative facultative. Donc je suis arrivé, j'ai pris mon mandat, et la première chose que je me suis rendu compte, c'est que tous mes collègues, tous, pour eux, la santé, c'était « on n'est pas malade ». On n'est pas malade, c'est-à-dire la santé, c'est il n'y a pas assez de médecins, l'hôpital fonctionne mal, ça coûte cher, c'est le bazar. Bon. Et donc, je suis arrivé comme tout bon élève en leur sortant la définition canonique de l'OMS, la santé, parfait état de bien-être physique, mental et moral. Et puis ils m'ont regardé. Et alors ? C'est une définition qui est extrêmement intéressante, mais qui n'est pas opérationnelle. Un m'a dit, mais ça c'est la définition du bonheur, ce n'est pas la définition de la santé. Alors, comment faire comprendre à un élu local qu'on peut intervenir sur la santé? Alors, l'approche, elle est simple, c'est de passer par les déterminants. C'est de dire que finalement, notre santé est conditionnée par des facteurs qu'on appelle les déterminants de santé. Et les déterminants de santé liés au système de soins, c'est 15%. Donc tout le reste,
on peut agir, à part évidemment les déterminants biologiques. Donc premièrement, on se rend compte que la santé, ce n'est pas une notion claire pour tout le monde, et y compris dans les conseils territoriaux de santé dans lesquels je siège, on parle beaucoup d'hôpital et de désert médical. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet d'actualité. Et le reste, ça passe un petit peu à la trappe. Le deuxième sujet qui est flou, c'est le concept de santé environnementale. Alors, il faut savoir que le programme national santé-environnement a ressorti le concept de One Health, qui n'est pas un concept de 2004. C'est en 2000 que l'OMS avait sorti ce concept et qui est revenu au goût du jour. La difficulté de ce concept, c'est qu'il y a plusieurs approches de ce concept. L'approche classique qu'on développe, c'est l'interrelation entre la santé animale, la santé végétale, la santé humaine, avec cette idée de collaboration intersectorielle, etc. On est allé plus loin dans certaines démarches en intégrant les enjeux environnementaux, comme changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution, et même on l'a complété avec l'intégration des dimensions sociales et humaines. Et ce qui fait que chacun a une vision de cette approche One Health, où il s'arrête à la santé décloisonnée, où il va plus loin. Alors pour ça, on a au niveau des élus un certain nombre d'approches avec des valeurs, je dirais presque des approches éthiques segmentées, si je peux dire ça. Donc cette approche One Health, c'est quoi? C'est l'interdépendance, c'est la collaboration. Il y a une approche environnementale, c'est de se dire qu'il faut quitter cette vision anthropocentrique et de penser à la responsabilité intergénérationnelle. Nous ne sommes pas les propriétaires de la planète, nous en sommes les locataires. Et nous avons le droit à l'usus et le fructus, mais pas à l'abusus. Et lorsque j'écoute ce qui se dit aux États-Unis, je suis un peu inquiet. C'est aussi de reconnaître des droits à la nature. Et certains sont allés très loin. En Nouvelle-Zélande, il y a un fleuve, le Wanganiu, qui a des droits, qui a une personnalité juridique. Ça veut dire qu'il a un tuteur qui peut acter en justice pour lui. Il y a des procédures de défense. Dans la constitution équatoriale de l'Équateur, il y a le droit de la terre-mère à la Pachamama. Donc on est allé assez loin. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des réflexions qui vont à donner des droits à la nature. Alors il y a le Parlement de Loire là, qui est en train de travailler, je crois, sur le Rhône aussi. En matière environnementale, ce que je me rends compte, c'est que finalement, il faut trouver un équilibre entre les bénéfices et les préjudices. Et cet équilibre, c'est compliqué. Les sensibilités politiques ne sont pas les mêmes. Et je peux vous dire que c'est des grands débats dans les conseils municipaux. Il y a une approche aussi de santé publique, c'est-à-dire de trouver des équilibres entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs, des problèmes de justice sociale. Moi, en tant qu'élu local en charge de la santé et qui en plus anime le groupe Lutte contre les inégalités sociales en santé pour les élus au niveau de la CRSA, je suis particulièrement attaché à cette histoire de lutte contre les inégalités sociales et de protection des vulnérabilités. Et on a des populations vulnérables qui ne sont pas forcément les plus défavorisées d'ailleurs. Voilà. Et on a aussi une approche de gouvernance, c'est-à-dire de transparence. L'histoire du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière a fait énormément de dégâts en termes de confiance auprès des autorités. Bien sûr, il est clair que le nuage il a continué, et ça, manifestement, les autorités l'ont caché pour des principes de ne pas affoler les populations, etc. Mais au final, ça s'est retourné contre eux. Donc la transparence, la responsabilité, et puis on voit qu'il faut faire des changements radicaux, mais les changements radicaux, ils ne peuvent pas se faire
sans la participation citoyenne. Et là, il y a tout un travail pour les élus locaux, c'est d'animer des réunions publiques, des budgets participatifs, etc. Alors concrètement, pour un élu local, il a des outils. L'outil de base, c'est le contrat local de santé. Il y a des outils particuliers comme le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie, territoire, le plan local d'urbanisme, le SCOT, etc. Et notre rôle en tant qu'élu à la santé, c'est de faire en sorte que dans ces plans, on prenne en compte la santé. Et souvent, on l'oublie. Par exemple, le plan climat, quand il a été fait à Albi, bon, j'étais pas là, c'était à l'époque, il a été fait sur la sobriété énergétique, sur la lutte contre la chaleur, mais on n'a pas pensé à la santé. Sur les plans locaux d'urbanisme, aujourd'hui, il y a des concepts qui s'appellent l'urbanisme favorable à la santé. On ne les a pas vraiment intégrés. Après, quand c'est très local, il y a les études d'impact santé. Et donc, ce que je voudrais, mon expérience personnelle, c'est que dans un débat public sur la santé-environnement, plus on a de données factuelles, plus le débat est facile. Malheureusement, il nous manque beaucoup de données factuelles. Lorsqu'on fait une politique de santé au niveau local, on s'appuie, je ne sais pas si l'ARS est dans le coin là, donc si elle n'est pas là, je peux dire du mal. Oui. Bon. Vous avez toute licence. Ouais, mais c'est filmé le truc. C'est filmé, me faire taper sur les doigts, c'est pas grave. Si vous voulez, on fait une politique de santé à partir d'un profil de santé qui nous est transmis par l'ARS au travers des observatoires régionaux de la santé. Enfin, fait par les observatoires régionaux et transmis par l'ARS. Et il y a très peu de données sur l'environnement. J'en parlais à la pause tout à l'heure. Moi, je sais que sur Albi, on me dit il y a beaucoup d'asthme. Albi, c'est une cuvette. Bon. J'ai aucune donnée. Alors l'iris, n'en parlons pas. Déjà, quand on sait ce que c'est que l'iris et que ce n'est pas qu'une fleur, c'est déjà beaucoup. Mais donc des données sur l'iris à Albi, il n'y en a pas. Voilà. Mais de façon générale, comment voulez-vous que moi, élu local, j'aille voir Madame le maire, qui a plein de soucis, à lui dire dis donc, il faut que tu vois les problèmes d'asthme. C'est quoi les chiffres? Il n'y a pas de chiffres. Et donc aujourd'hui, on a du mal. Et donc notre débat aujourd'hui, c'est d'avoir plus de données pour avoir des débats objectifs et pour éviter toutes ces tensions, parce que je peux vous dire que les débats sur la santé environnementale dans des conseils d'administration, conseils municipaux, c'est assez animé en fonction des sensibilités politiques présentes. Voilà. Alors justement, tout ce que vous dites renvoie quand même à cette idée. On a dit plusieurs fois ce matin, il faut aussi que chacun à son niveau se prenne en charge et fasse avancer un peu la question. Vous, personnellement, quelles possibilités concrètes d'action avez-vous à votre niveau? Il y en a plusieurs. D'abord, nous travaillons beaucoup avec les associations. Donc on soutient les associations. Alors on les soutient par des subventions, on les soutient par notre présence dans les assemblées générales, etc. On les soutient par la logistique, pour organiser des... Et on oriente un petit peu, enfin on discute avec eux pour faire un certain nombre d'actions qui peuvent rentrer dans notre contrat local de santé. Je prends un exemple très simple. Avec la Ligue contre le cancer, on a développé tout un programme et on met en place un certain nombre d'actions, espaces sans tabac, etc. Voilà. Deuxièmement, sur la participation citoyenne, qui me paraît important. Donc, alors, sur Albi, j'ai institué des conférences santé grand public tous les mercredis, les troisièmes mercredis du mois, qui est un débat animé par soit des professeurs de Toulouse, soit par des médecins de l'hôpital ou des cliniques. Débat public. Participation citoyenne, c'est aussi des budgets participatifs, c'est-à-dire sur Albi, il y a 500 000 € qui est mis à disposition des citoyens qui vont voter sur des budgets.
Et par exemple, sur la santé-environnement, il y a un projet qui a été amené par des citoyens de mettre des petites plaques sur les rues. Ici commence le Tarn. Parce qu'on se rendait compte que les gens prenaient les caniveaux pour des égouts, enfin des poubelles, quoi, hein. Donc il y avait des mégots, etc., etc. Voilà, sensibilisation. Ensuite, nous participons avec l'État dans ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Hein, Madame de Coussergues est également Coussergues est avec moi. On essaie de défendre un petit peu le terrain, hein, auprès des autorités sanitaires. Voire nationale. Hein. Donc, moi, je siège à l'ARS régionale, je siège au CTS départemental, donc on essaie de monter les choses. On essaie aussi, puisqu'on est membre du conseil de surveillance de l'hôpital, de travailler avec l'hôpital, on travaille avec la CPTS, donc de travailler un écosystème d'acteurs pour essayer de faire avancer ensemble la santé. Seul, on n'y arrive pas. Hein. Donc, il faut travailler à plusieurs. Et autre question donc complémentaire qui s'adresse plus aux enseignants. Vous disiez il y a une demande importante des étudiants. Est-ce que vous pensez qu'en profondeur, les générations qui montent ont une vision un peu transformée, qui est d'ailleurs une vision peut-être un peu plus traditionnelle de la médecine, un peu moins de médecine, enfin un peu moins, non, pas forcément moins de médecine technique, mais une médecine technique qui est une des composantes de la médecine, mais qui n'est pas la seule? Question complexe, réponse difficile. En tout cas, ce qu'on ressent au quotidien, c'est que les sensibilités de nos étudiants, elles se construisent. Elles se construisent par rapport aux informations aussi qu'on leur apporte. Et donc, ils peuvent arriver avec des idées préconçues, issues du milieu, de l'environnement propre, familial. Et on sent qu'en la rapportant, et je vous rejoins, hein, sur le niveau de preuve d'informations construites, que les choses s'établissent petit à petit et ils en prennent compte comme un véritable citoyen, d'abord, et ils le reproduisent après auprès de leurs futurs collègues et également futurs patients. On le sent et ça se construit tout à fait avec les actions que tu décrivais tout à l'heure, Charlotte. En tout cas, on a vu une différence générationnelle, je crois, avec la question de l'environnement qui devient maintenant une question, certes d'actualité, mais une question essentielle, qui ne touchait peu ou pas les générations précédentes, sauf sensibilité particulière ou culture particulière. Je crois qu'il faut encore du temps pour comprendre comment ça va évoluer. Ça fait que 2 ans, en tout cas, que cette UE est mise en place. Alors, certes, tardivement. On a vu tout à l'heure qu'il fallait un grand pas et, si possible, rapide. J'en suis certain, mais ça va se faire dans le temps. Je crois que nos étudiants, en tout cas, en prennent conscience et vont s'y investir comme tout citoyen, je crois. Moi, je voulais peut-être rajouter sur certains étudiants qui prennent le choix de cette thématique santé-environnement parce qu'ils sont animés d'énormément de convictions. Et aussi, j'ai des échos anxieux, qui est maintenant bien défini dans la liste des maladies. Et j'ai des militants, donc c'est très compliqué. Du coup, on organise un amphidébat pour que tout le monde puisse s'exprimer. Clairement, nous, on a des gens qui sont très, très engagés, qui ont déjà mis en place des choses proches de chez eux, qui sont actifs dans leur commune, etc. Et j'ai envie de dire, c'est bien, c'est un levier pour les autres, mais c'est aussi une bombe à retardement, parce que face à des publics, on est là pour faire de la prévention primaire, véhiculer les plans nationaux bien cadrés, etc. Et on a bien sûr, sur 1200 étudiants par an, on a bien sûr des gens qui ont pris une petite dérive de pensée vers du complot, des choses comme ça. Donc on fait des amphidébats où tout le monde peut s'exprimer, lâcher tout ce qu'ils ont sur le cœur, la raison d'avoir choisi ce centre d'environnement, et on déconstruit un peu ce qu'on peut faire dans le service sanitaire. C'est difficile. Oui. Alors nous, on a pris sur Albi une décision, c'est de recevoir les internes en début de semestre. Donc Madame le maire et la plupart des adjoints, nous recevons les internes, nous leur expliquons ce qu'est la politique de santé de la ville, ce que fait l'adjoint au sport, ce que fait l'adjoint à la culture, etc., etc. Et nous avons un débat avec eux. Et même ceux qui font santé publique,
sont invités à participer à nos réunions de contrat local de santé, voire d'assister au conseil municipal en tant que visiteur, enfin que spectateur. Mais enfin, on a essayé d'intégrer les futurs médecins à la vie municipale. Et personnellement, je trouve ça très intéressant parce que c'est très pertinent en plus, les questions qu'ils posent. C'est original, c'est sûr. Alors peut-être que Mme De Guenne pourrait dire qu'est-ce que le soignant ou celui qui s'intéresse, enfin qui creuse le domaine de la santé, peut amener dans cette interaction avec notamment les élus locaux, les pouvoirs locaux, etc. Oui, déjà, si vous me permettez, je voulais revenir sur cette difficulté d'accès aux données, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, et c'est vrai que l'accès aux données, c'est notre difficulté majeure qu'on rencontre aujourd'hui, même en tant que chercheur. Donc il y a deux difficultés. Il y a cette donnée qui est éparpillée, donc c'est un peu particulier en France. Il y a de nombreuses données qui existent, alors peut-être ailleurs également. Il y a de nombreuses données qui existent, mais elles ne sont pas centralisées. Et donc il y a un gros travail sur chaque territoire. Une même donnée ne va pas être centralisée au même endroit. Donc on va avoir des difficultés aussi bien sur le volet indicateur environnemental, mais que sur le volet santé. Et sur le volet santé, on va avoir une difficulté supplémentaire d'accès à la donnée, compte tenu des difficultés par rapport à la confidentialité des données. Et donc là, vraiment, on va être obligé de passer des couches décisionnelles pour avoir accès à la donnée successive. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, le programme de recherche que j'ai pu développer sur 3 ans de projet, on a passé au moins 1 an et demi à la collecte de la donnée de santé, où j'expliquais qu'effectivement, on a dû visiter toutes les mairies composant nos communes d'études et feuilleter, si ce n'était pas informatisé, les registres de décès pour aller identifier les enfants qui étaient décédés prématurément pour que nous, on puisse les intégrer dans nos études santé-environnement. Donc c'était juste pour compléter les difficultés. Et la difficulté par rapport après à l'élu qu'on va interroger, c'est que nous, notre timing, ce n'est pas le même que le vôtre. Et donc la réponse qu'on va pouvoir apporter, ça ne va pas être une réponse immédiate, parce qu'effectivement nos temporalités sont un petit peu différentes. Et on s'amusait à dire ce midi qu'il manque des métiers pour faire le pont entre nous et puis effectivement les élus, je crois pour faciliter tout ça. C'est une des questions, voilà. Oui, voilà. Donc, je rappelle que les élus, on a un CDD, et le CDD, il est de 6 ans. Après, il est renouvelable. Peut-être. On peut peut-être ouvrir la discussion, non ? Sur, je ne sais pas. S'il y a... Il y a un certain nombre de questions. Il y a 3 questions, 4. Alors, je crois qu'il y a une question. Qui a commencé ? Alors c'est à vous que je m'adresse, parce qu'on parle des étudiants en santé, mais il y a aussi nos collègues en santé, nous-mêmes. Je rappelle simplement que l'empreinte carbone de collectif santé en France, c'est 8%. Les médicaments, c'est 2%. Alors, quelle est la prise de conscience et quels sont les messages qu'on peut faire passer dans un environnement vis-à-vis de nos collègues par rapport à la diminution de l'empreinte carbone, pertinence des soins, sobriété, etc. Donc, qu'est-ce que vous dites ? Il est galant, parce que c'est vraiment de la galanterie. Merci pour votre question, Monsieur Canet. Bien entendu, on en est conscient, surtout au niveau pharmaceutique, médicaments, dispositifs médicaux. Tout ce qui est jeté au bloc opératoire, ça donne le tournis. Ce qui est prévu entre nous, c'est de réaliser un enseignement de niveau 2 qui fera suite à l'UE médecine environnementale, qui va permettre d'aller beaucoup plus sur un axe métier
et qui permettra, je pense, de pouvoir colliger et de rendre nos étudiants surtout acteurs. C'est notre souhait, on en a discuté la semaine dernière, je crois, sur l'évolution de ce niveau 2, parce qu'on ne peut pas rester qu'en deuxième année, c'est trop juste. Il faudra aller sur les années peut-être de DFA, on pense, approfondie, ou voire de l'internat, puisque si on veut cibler le domaine de l'hôpital, probablement qu'il faudra qu'on se coordonne avec les paramédicaux. Oui, tout à fait. Et puis je dirais même que pour les praticiens seniors d'aujourd'hui, on voit des actions locales, hospitalières, même les cliniques privées, on parlait des CPTS, qui commencent à s'intéresser à la question et qui peuvent nous solliciter pour avoir quelques éclairages avant de porter réellement une réflexion. Donc je trouve que ça commence à émerger, et pas que chez les plus jeunes, à peu près chez toutes les catégories de soignants, avec des démarches bien sûr différentes, à différents temps. Mais la pharmacie est certainement aujourd'hui le secteur le plus ciblé sur cette question environnementale notamment et des déchets. Oui, moi je voudrais mettre en avant une étude qui existe, qui a été une étude très sérieuse qui a été faite par beaucoup de chercheurs dans le monde et qui se nomme le syndrome de manque de nature. Et c'est en fait ça part du fait que les enfants ne sortent quasiment plus, n'ont quasiment plus de contact avec la nature, notamment dans les villes. Et donc, au point de vue santé, ça implique tout ce qu'on a énoncé précédemment, hein, l'obésité, l'asthme, beaucoup de problèmes psychiques aussi, parce que les enfants n'ont plus cet avantage de jouer librement, comme beaucoup d'enfants des générations précédentes. Et ça, c'était quelque chose d'hyper important pour la concentration, le psychisme, le vivre ensemble et tout ce qu'on veut. Et un autre, quelque chose de encore plus démonstratif, à mon sens, c'est l'explosion de la myopie. Ça, c'est très bien documenté. La myopie, voilà, qui est partout dans le monde, parce que les enfants sont sur leur écran et ne portent plus leur regard au loin. Voilà. Ça a été fait notamment dans des familles coréennes, dont certains habitent en ville, dans des grands immeubles, et d'autres à la campagne. Et on voit dans ces mêmes familles des écarts importants de ce point de vue-là. Donc voilà, je pense que ça mérite d'être un peu étudié. Alors si je vous donne une info, c'est l'École et Nature, qui est un grand collectif d'éducation à l'environnement au niveau national, qui a fait une étude intéressante là-dessus, qui regroupe un peu tout ça. Et je voudrais aussi souligner que pour les éducateurs, les enseignants, le fait de remettre les enfants dans la nature pour renouer ce lien et les intéresser aux sciences de la vie, notamment à la biologie, donc aux sciences, les enseignants voient bien l'intérêt de ça. Ils sont très, très demandeurs de ça. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait tout près des villes des vraies zones de nature et pas que des parcs aménagés, des pelouses, et ce qu'on veut, voilà. Des zones où on peut regarder la biodiversité, et c'est ça qui est malheureusement urbanisé en premier. Voilà. Merci. Bonjour, merci. Je voudrais revenir aux services sanitaires et notamment à ce que vous disiez, Madame Laborde. Je suis formatrice en soins infirmiers et je vous rejoins tout à fait sur l'enchantement des étudiants par rapport à ce service sanitaire et à la formation qu'on leur donne. Mais il me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre et que je vous relaye aujourd'hui. C'est comment mettre en pratique professionnelle tout ce que l'on apprend dans ces services sanitaires quand on a un système de santé médico-centré et hospitalo-centré et que toutes les structures de prévention et de promotion de la santé ne sont pas forcément en place pour relayer cet enseignement-là. Merci pour votre remarque. Je pense que ça fait écho à votre présentation. Il faut refonder un petit peu, repenser tout ça. Et je pense que peut-être que quand on aura des consultations de prévention en santé par des médecins, eh bien peut-être que ce sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre, notre service sanitaire. On aura beaucoup moins de freins, probablement, au niveau pédagogique. Parce que quand même, c'est compliqué, ce service sanitaire. Je vous ai dit, j'ai pris l'image du paquebot, vous voyez. On a réussi, mais alors à quel prix? Et puis, on ne peut pas trop le faire changer de direction, vous voyez. Je pense qu'effectivement, je sais qu'il existe depuis janvier 2025 des consultations à l'officine
de prévention en santé avec des supports qui sont donnés par la Haute Autorité de Santé. Et en fonction de notre âge, 18-25 ans, il y a des questionnaires que les patients peuvent prendre. Et en fait, ils vont remplir des questions et un professionnel pourra répondre justement en fonction de l'âge. Mais c'est un balbutiement après, je ne sais pas si... Alors, je voudrais justement rebondir là-dessus. J'ai assisté à plusieurs réunions. D'une part, les fédérations de maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont en train d'intégrer ce type d'approche et qui commencent à avoir des mises en place de mesures préventives, en particulier avec des partenariats en santé et des pairs. Et deuxièmement, il y a une évolution, vous le savez également, du métier d'infirmière et qu'il y a aujourd'hui des consultations de prévention qui sont mises en place dans les environnements infirmiers. Alors certains sont très favorables, d'autres sont un peu moins, mais c'est quelque chose qui est effectivement en train de bouger. Je sais que ça se met en place. Et l'acte pharmaceutique est remboursé par l'assurance maladie, pour le coup. Voilà. Oui, alors moi je représente la CCDM, Association citoyenne contre les déserts médicaux. Je voulais un petit peu rebondir, donc ce que vous dites c'est très très intéressant. Et compte tenu du fait en effet qu'il y a de moins en moins de médecins, et je n'en parle même pas de la répartition, donc les actions de prévention sont de plus en plus difficiles pour eux. Voilà, et c'est pour ça qu'en effet, il faut solliciter de nombreux autres acteurs pour en effet prendre le relais de cette prévention qui va nous permettre d'avoir moins de curatifs ensuite. Si vous voulez des actions des étudiants pour le service sanitaire dans votre région, nous pouvons échanger nos coordonnées. Nous pouvons envoyer des étudiants pour aussi faire. Ce n'est pas des professionnels de la prévention, mais... Merci beaucoup pour ces interventions qui vont vraiment dans le sens de la prise de parole que je voulais avoir. Je suis à la fois agronome et diététicienne. Et donc, parmi les professionnels de santé, il y a quand même la profession de diététicien nutritionniste qui est vraiment portée sur l'alimentation, avec tous les principes, tous les principes qui ont été déclinés aujourd'hui, l'alimentation, alors surtout les 3 V, le 4e V, on n'y est pas encore forcément dans la diététique, mais au moins les trois premiers, oui, les diététiciens sont là, les mettent en place, ont des actions en consultation directe ou auprès de publics divers et variés. On s'efforce au sein de différentes communautés professionnelles de santé comme les CPTS de développer aussi des actions en pluriprofessionnel. On reste malgré tout encore aujourd'hui une profession qui est encore très mal connue, très méconnue, très peu valorisée au sein du collectif, de l'ensemble des professionnels de santé, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer. Mais je pense qu'on est vraiment des acteurs majeurs de la prévention primaire sur lequel ce serait vraiment intéressant de s'appuyer beaucoup plus. Voilà. J'en dirai pas plus. J'allais le dire pour vous, mais on a toujours fait appel aux diététiciennes dans le milieu au moins hospitalier, et plus même qu'elles ne pouvaient subvenir à la charge qu'on leur proposait. Ça, c'est possible. Je ne suis pas maître de la situation. Effectivement, pour répondre, nous serions très intéressés par des collaborations, mais nous nous sommes heurtés au niveau académique et universitaire à un manque de moyens. Alors, les gens qui sont volontaires, qui veulent donner du temps et qui ont envie de s'aérer un peu l'esprit de leur cabinet et de venir à l'université sont bien sûr tous les bienvenus dans cette thématique alimentation qui fait partie du service sanitaire pour une branche sur 9. Mais on ne peut pas les rémunérer. Enfin, je ne sais pas à qui faire l'appel, mais on n'a pas d'argent à l'université pour payer des interventions extérieures. Ça nous a toujours été refusé, en tout cas. Mais oui. On est d'accord. On ne met peut-être pas l'argent... Oui, je voulais juste rajouter, il ne faut pas oublier quand même les caisses primaires d'assurance maladie, qui ont aussi quand même un objectif de prévention très fort et qui interviennent très très régulièrement dans les écoles. Voilà. Je
je voulais quand même le rajouter. L'assurance retraite aussi, effectivement, vous avez raison, il y a une action collective de la part de personnes qui ne sont pas forcément des médecins ou des professionnels de santé, mais qui sont en charge de la prise en charge de la santé ou de la retraite. Oui, effectivement, vous avez raison. Une toute petite question. Bonjour. De mon côté, c'est une question aux deux enseignants qui sont ici. Moi, je suis étudiante en 2e année de médecine. Du coup, j'ai pu suivre activement l'enseignement qui a été proposé. Du coup, c'était une question parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'avoir des échanges avec vous, comme l'enseignement était à distance. Il est très basé sur la prévention, mais peu sur les actions qu'on peut réellement mener. Et ce que je trouve assez dommage, ce que j'ai retenu finalement des actions qui peuvent être menées, c'est vraiment la mobilisation des politiques pour mettre en place des lois vraiment coercitives, mais finalement pas vraiment d'action à mettre en place en tant que futur professionnel de santé. Et en plus de ça, effectivement, un peu un blanc au niveau de l'écologie et la médecine, comment on peut réussir à allier les deux, et la durabilité finalement de notre métier, notre futur métier, parce que c'est pas encore ça de mon côté. Et voilà, peut-être une piste d'amélioration pour les années futures. Merci de votre question et vous avez raison. Et vous venez d'y répondre en partie, vous êtes en 2e année. Et en fait, on a prévu un programme qui va s'échelonner et s'enrichir parce qu'on n'a pas toutes les réponses. On a commencé par surtout de la sensibilité, la sensibilisation de l'information, et c'est les niveaux qui vont suivre, qui vont essayer en tout cas de vous donner des clés pour répondre à ces questions d'enjeux environnementaux pour vous et vos patients. Mais en effet, ce n'est pas aujourd'hui, en 2e année, qu'on a prévu. Vous avez vu, c'est complexe, c'est difficile à appréhender. Il y a cette vision non anthropocentrique, on veut de la réponse complexe, mais quand même variée. Donc ça va se construire. Puis vous verrez, je pense, l'année prochaine, puisque vous ferez votre service sanitaire, si vous voulez vous engager plus et aller découvrir toutes les boîtes à outils pour vos futures connaissances, ou vous appliquer à vous-même ou à vos amis, bien entendu que ce sera démultipliable, j'ai envie de dire. On va y aller pas à pas, quoi. Et à la fin, on espère en DFA des choses très axées métier. Voilà, on espère. Bien. Merci à tous. Je crois que notre grand témoin veut réagir. Simplement une seconde avant que je prenne la parole tout à l'heure. Alors, je crois que c'est mon collègue philosophe là, maintenant qui va parler. Je ne sais pas ce que vous en parlez, chers collègues, ce que vous en pensez. Tout à l'heure, je vous ai parlé de seuils, de choses comme ça. Aujourd'hui, on a parlé de seuils, de chiffres, de courbes, de statistiques, de milliards de choses qui nous indiquent, pourquoi pas même de boîtes à outils, mais on n'a pas parlé des humains. Et alors, qui sommes-nous, nous les êtres humains, mais nous définir? Sommes-nous des statistiques, des chiffres de mortalité? Sommes-nous uniquement des variables discrètes que l'on met dans des courbes? Et ça, je pense là-dessus, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Donc je me demande finalement si la crise écologique, ce n'est pas tout simplement une crise des humanités. Et c'est ce que je vous propose de traiter tout à l'heure. Voilà, je râle.